c'est cette construction, disons, un peu anarchique, qui vient diminuer la superficie arabe, traditionnellement arabe de l'Égypte. Donc là, il y a une menace au niveau de l'agriculture, et c'est un peu explicable parce que les revenus de l'agriculteur ne peuvent pas être comparés pour notre porte-du-cœur à une vente d'un terrain pour construire un immeuble, je ne sais pas. C'est impossible de résister à la tentation. Il n'y a plus de logique entre cultiver, quelle que soit la noblesse de ce que l'on cultive, et l'apport du profit par une vente de terrain, c'est le plus comptable. Donc ça, c'est un problème très grave qui atteint tout ce qui est limitrophe des villes. Comme les villes augmentent en population, en immigration de général vers les villes, nous avons cette menace qui ne peut que s'accentuer. C'est un problème grave. Parallèlement, l'Égypte, au cours de ces 40 dernières années, a fait un travail de bonification de terre extrêmement important. On a, disons, augmenté sur les terres qui n'étaient pas les terres traditionnelles, la terre noire, elle connaît, comme disaient les anciens Égyptiens, qui est la terre noire, ils ont bonifié le désert. Mais les bonifications de terre, de désert, remontent au réveil Ismaël. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque d'énormes bonifications de terre qui se faisaient, et c'était un travail considérable. Donc il y a plusieurs centaines de milliers d'hectares que l'on a gagnés sur le désert. Et c'est un travail que l'Égypte fait justement sans faire beaucoup de publicité. Les gens ne savent pas tellement que l'Égypte fait des centaines de milliers d'hectares de bonification de terre. Peut-être que l'activité s'est réduite un petit peu au cours de ces 4 ans. Justement, les investissements, les incertitudes, tout ce que nous connaissons. Mais fondamentalement, l'Égypte est toujours engagée dans de grands programmes de bonification de terre dans des centaines de milliers d'hectares. D'autres pays voisins qui en font beaucoup moins ont fait une publicité internationale considérable comme s'ils avaient vraiment réalisé des miracles. Or, l'Égypte le fait très tranquillement, toujours, dans le but de sa population. Alors, le grand projet... Excuse pour intervenir sur quelque chose d'autre. En compensation de bonification de terre, vous avez les techniques modernes aujourd'hui que l'on applique, que certains agriculteurs, comme moi-même, nous faisons des cultures sans sol, avec des solutions nutritives. Et ça, en économisant, on augmente la productivité sur des superficies plus petites. C'est adapté à une situation actuelle où l'Égypte a besoin de produire plus, peut-être sur des superficies inférieures. Voilà un domaine qui est en train de naître, qui est né depuis quelques années, et qui devrait se développer, et qui serait aussi peut-être l'avenir dans le domaine de l'agriculture. C'est très bien. Alors en fait, comme vous l'avez dit au début de cette édition, c'est qu'il y a aussi le grand projet. Je crois qu'il y aura beaucoup de débats autour de ce projet au cours du sommet de Sharm-el-Sheikh. C'est bien sûr le nouveau canal de Suez et toute cette région autour. Et ces chances, ces projets d'investissement qu'on peut avoir autour de cette région. Alors, selon vous, quel sera le futur de la région du nouveau canal de Suez? D'abord, ce n'est pas un projet qui a été improvisé comme ça, on a décidé de sortir quelque chose du tiroir, on a un tiroir, on a sorti ça. Ce n'est pas exactement ça. C'est un projet qui a été énormément étudié par certaines administrations égyptiennes depuis déjà 25 ans. C'est une chose qui est mûrement préparée et étudiée. Il en ressort deux choses. Le trafic du canal, ça c'est une chose fondamentale qui est en train d'être faite, parce que en fait le tracé que l'on a aujourd'hui
sur le canal de Suez, c'est celui que de l'ESSEPS a fait. On n'a jamais changé, on a approfondi, on a élargi, mais c'est une voie. On veut une deuxième voie pour que ce soit une autoroute. C'est un peu comme ceux qui vont d'un côté, ceux qui vont de l'autre. Nous pouvons avoir deux voies, donc on réduit de moitié, un peu plus de moitié, le délai de passage du canal, on évite les accidents, on augmente le trafic. En fait, ça permettra de doubler le trafic du canal puisqu'on a deux voies. Donc c'est exactement comme on avait la route qui avait Saint-Louis dans le temps qui était à une voie, et on a fait deux voies, donc ça permet un trafic plus rapide. Voilà, ça c'est le projet du canal. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est toute la question est de développer la région. Donc dans les programmes, les prévus qu'il y ait des tunnels qui passent sous le canal, il y en a un, mais il y en a peut-être d'autres, il y en a probablement 4 ou 5 autres. Toute la question est de développer aussi la zone du Sinaï. On n'est pas limité au canal, le but est de faciliter le transport entre les deux rives du canal et de développer plus amplement le Sinaï qui est quand même un terrain vierge, plein de ressources. Donc il y aura là, à mon avis, c'est toujours dans le même esprit, un peu comme on avait parlé de Toshka tout à l'heure, on développera le Sinaï, avec des populations qui vont naturellement travailler, trouver du travail, des opportunités, etc. Et ça suivra tout ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire il y aura bonification de terre, développement de projets touristiques, l'agriculture est tout à fait possible dans le Sinaï, avec des résultats tout à fait intéressants. Il y aura des ressources qui permettront à une population de s'installer dans cette région. Donc amplifier le mouvement vers un développement d'une région géographiquement très bien définie. Alors, quand on parle aussi d'investissement, c'est vrai qu'on avait plusieurs problèmes en ce qui concerne les lois, concernant les investissements. Je sais qu'il y a aussi un travail qui se fait actuellement sur la modification de ces lois pour faciliter le travail des investisseurs, soit étrangers, soit égyptiens également. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon travail qui se fait actuellement? Il y a dans la loi et l'application de la loi. Donc, très souvent, quand on a un petit problème dans l'application d'une loi, on a tendance à vouloir faire une loi pour résoudre un petit problème de l'application de la loi. Je suis un peu... Moi, je suis plus sceptique, c'est-à-dire que je trouve que nous avons déjà des lois qui fonctionnent assez bien. Ça, c'est mon opinion, je sais que certains me critiqueront et me diront que nous avons déjà énormément de lois, c'est-à-dire qu'il suffirait de revoir les lois, changer parfois des amendements dans les modalités d'application de la loi, sans nécessairement faire une autre loi. Il y aura peut-être des ajustements. Il est évident que à chaque période de l'histoire d'un pays, d'évolution, on a besoin d'ajuster. C'est un peu comme un fine-tuning. On a une loi qui autorise ceci, et puis les circonstances changent, donc on a besoin d'ajuster. Mais c'est plus dans les applications. À mon avis, c'est plus les applications de la loi que la loi. Seulement, quand on décrète une loi, on a le sentiment que ça va être appliqué, que ça aura de la force. Donc je suis moins sévère que d'autres en disant il faut faire une loi pour ceci, il faut faire une loi pour cela. Il faut juste appliquer la loi. Déjà. Et revoir les modalités d'application, c'est-à-dire on a toujours la loi, et moi, c'est les modalités d'application de la loi. Et en fait, la loi n'est opérationnelle que par ceux qui suivent. Et cet aspect-là n'est pas toujours regardé avec assez d'attention. Alors, c'est vrai aussi que ces derniers jours, on invite tout le temps les différents pays à participer à ce sommet. Je sais que vous êtes en rapport avec les investisseurs français surtout, et
y a une délégation française qui viendra, si j'ai bien compris, au début du mois prochain, pour avoir une idée des projets qui seront exposés au cours de ce sommet. Alors, avec le Conseil des affaires franco-égyptiennes, franco-égyptiens des affaires, nous sommes en contact avec le MEDEF, qui est un organisme extrêmement important. Le MEDEF a rencontré le président Sissi au mois de novembre dernier, lors de son voyage à Paris. Il a exposé une politique très ouverte, très encourageante. Il a même encouragé les Français à vouloir faire quelques lignes de métro, etc. Donc les rapports sont excellents. Mais on a une mission du MEDEF qui est prévue de venir au début du mois de février pour justement étudier et regarder dans le détail qu'est-ce qui se prépare pour le sommet du mois de mars. Et en fonction de ce qui sera dit, récolté comme information à ce moment-là, ils auront la liberté d'inviter des industriels français qui seraient intéressés par tel secteur, qui sont les secteurs offerts dans les affaires proposées à l'occasion de ce sommet. Donc c'est une mission préparative pour de Sharm el-Sheikh. Est-ce que, quand on parle du sommet de Sharm el-Sheikh, en tant qu'économiste, en tant qu'on va faire également, vous trouvez que même c'est-à-dire les hommes d'affaires égyptiens, tout le monde qui travaille dans le domaine économique en Égypte sont optimistes quant à ce sommet? Ils trouvent qu'il va donner plusieurs opportunités à l'économie égyptienne. D'abord, on est en train de préparer. Je dirais que ce n'est pas tout à fait prêt. Il y a plusieurs avis, il y a plusieurs idées qui sont présentées. Je n'ai pas encore une idée très précise. Ceci étant dit, il faut que l'Égypte utilise ce sommet pour relancer toute une série de projets arriver à pousser la croissance à des niveaux plus élevés et à partir de relances qui permettra à l'économie de prendre une vitesse certainement plus rapide que celle qui existe maintenant. Donc c'est très important que ce sommet se passe bien. Il faut savoir qui sont les pays, les sociétés qui sont invitées à participer. Il faut cibler intelligemment en fonction des besoins d'Égypte. Et puis il faut convaincre. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens de venir. Et une fois qu'ils sont venus, il faut les convaincre de repartir avec des idées ou des opportunités d'affaires. C'est très important. Alors une dernière question, M. Macron, en fait, ces derniers mois, avec le nouveau gouvernement, on voit qu'il y a plusieurs décisions importantes en ce qui concerne l'économie. Est-ce que vous voyez qu'on a commencé vraiment sur le bon chemin en ce qui concerne l'économie égyptienne? C'est plus amusant parce qu'on a le sentiment que le gouvernement est parti dans un sprint. C'est-à-dire à la fois un marathon et un sprint. C'est-à-dire que le marathon, il faut de la résistance, et le sprint, on court très peu vite. Donc là maintenant, le gouvernement est en train de courir très vite, et en même temps, il a besoin de souffle. Les deux aspects sont pris en compte. Le gouvernement fait ce le plus rapidement possible, il ne s'essouffle pas, mais il faut qu'il puisse continuer à se libérer. Le souffle de continuer. Le sommet est justement un des souffles qui pourraient apporter le succès. Monsieur Roussel, de toute façon, je remercie infiniment Monsieur Menon, comme je rappelle, vous êtes économiste. Merci beaucoup. Merci, monsieur, c'était tout pour cette édition d'Indice. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition. Au revoir.